Bonjour à tous, cette vidéo c'est une grande première pour la chaîne. Ah, tu vas faire du contenu de qualité? Non, ça c'est pas hyper gentil, non, je suis sponsorisé. Sponsorisé par nos amis de Surfshark VPN, qui aiment tant certains collègues critiques de cinéma, puisque ça leur permet de voir des films absolument pas sortis dans leur pays, et d'ainsi sortir leurs vidéos en premier et de gratter le millier de vues que je ferai jamais, si vous voyez de qui je veux parler. L'idée avec ce VPN, c'est que vous puissiez accéder à l'internet comme si vous étiez dans un autre pays. Là où c'est pas mal, c'est pour accéder à l'intégralité de la vidéothèque de toutes les plateformes vidéo style Netflix, qui sont souvent bien plus fournies chez nos amis américains que chez nous. Par exemple, Titanic, dont on a parlé dans la dernière vidéo, est complètement introuvable sur Netflix français, mais par contre, si vous vous placez au Canada, vous aurez accès au Netflix canadien, et là vous pourrez le regarder sans aucun problème. En plus de ça, Surfshark va crypter vos données pour ajouter une sécurité supplémentaire et vous protéger en ligne. Donc en gros, ça va être comme une barrière de sécurité qui va protéger vos données personnelles et cacher vos activités de navigation sur internet. Ce qui est bien pratique pour empêcher que le gouvernement vous espionne et se rende compte finalement que vous avez une vie bien triste de français moyen et que la seule chose un peu border de votre navigation internet se résume à un mauvais porno un peu toutes les nuits avant d'aller se coucher. Mais monsieur Intercut, c'est pas du tout ce qu'on s'était dit pour le texte du partenariat. De toute façon, si vous voulez tester, vous avez une réduction de 83% avec le code INTERCUT. J'ai toujours rêvé de dire ça, putain. Et même, allez, on vous donne 3 mois gratuits, c'est moi qui régale. Voilà, c'est la fin de ce sponsoring, on lance la vidéo. Il y a des millénaires, dans le nord de la Chine, un poète anonyme chante la gloire de Mulan, une jeune tisseuse qui se déguise en homme pour remplacer son père et prendre sa place lors d'une grande bataille pour l'Empire chinois. Durant 12 ans, elle va garder son secret qu'elle ne révélera au monde qu'après la guerre. Cette histoire, on la connaît tous, et de poème, elle est devenue légende, s'inscrivant dans le patrimoine chinois comme une sorte de Jeanne d'Arc nationale. Et comme toutes les légendes millénaires et mythologiques, il fallait bien qu'elle se fasse américaniser par les États-Unis, grands spécialistes du genre, qui aiment bien piocher dans les histoires d'autres pays et faire de grands mythes des divertissements turbo-débilos pour oublier que l'Amérique n'a pas d'histoire. Parmi eux, Disney qui va se pencher dans les contes et légendes chinoises pour évidemment rendre un brillant hommage à la culture asiatique et pas du tout pour toucher une nouvelle part de marché, bande de cyniques. Et il va opter pour Mulan. Alors la suite, vous la connaissez, c'est un dessin animé qui est devenu un classique, qui transmet un épique bienvenu et qui met en scène une héroïne attachante, puissante, émouvante, qu'on va suivre avec un grand plaisir, même si en Chine on va un peu grincer des dents suite aux libertés prises par Disney par rapport à l'histoire originale. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette douce idée qui naît en 2010 chez Disney de faire un remake de Mulan en prise de vue réelle. Ce qui semble assez cohérent en fait, parce que le film peut porter en lui un souffle d'aventure épique, avec des batailles grandioses, avec une ampleur gigantesque. Franchement, à mon sens, c'est le remake en prise de vue réelle qui avait le plus de sens chez Disney. Vraiment, ça fait sens pour moi. Surtout qu'on va proposer le projet à Ang Lee, ce qui me semble être une excellente idée. Bon, après il va refuser et du coup on va se retourner vers Niki Caro. Le tournage il va se dérouler sur 4 mois en Nouvelle-Zélande et en Chine, sur fond de polémique entre les conditions de travail imposées par Disney, les sorties complètement bizarres de l'actrice sur Hong Kong et sur les Ouïghours, les craintes de whitewashing et d'hyper-américanisation du récit, mais bon, peu importe, le film se fait et il coûtera officiellement 200 millions de dollars. Officieusement on est même plutôt vers les 300 millions. Tout ça pour réaliser un film éternellement repoussé, qui finira en exclu sur Disney+ à cause du Covid et de la politique absolument critiquable de Disney, que j'ai déjà d'ailleurs évoqué en vidéo. Un film qui sortira que dans quelques salles et pays soigneusement sélectionnés, et surtout un film qui rate à peu près tout ce qu'il entreprend. Mulan avait tout pour être au moins spectaculaire et distrayant. Il avait un gros budget, une idée de film de sabre chinois qui repose sur de nombreuses influences, des passages ultra grandioses et mémorables dans le conte ou dans le dessin animé, et le film réussit quand même l'exploit de sonner kitsch, voire vraiment parfois nanardesque. La faute à une direction d'acteur assez hallucinante de platitude, un scénario écrit avec les pieds et sans aucun sens du rythme, avec des ajouts qui sont franchement très dispensables, genre Mulan qui maîtrise la force, et à une mise en scène mais sans aucune âme, sans aucune intention, sans aucun parti pris. C'est assez ouf de se dire que même visuellement, mais
putain, c'est moche quoi. C'est tellement impersonnel et niveau scène d'action, on est sur un surdécoupage brouillon, voire parfois illisible, qui ruine toute l'ampleur des chorégraphies. Franchement, Mulan, c'est un énorme ratage. On ressent même parfois franchement un manque de budget dans certaines séquences kitschouilles, et voire même vraiment cheap, alors que vraiment le film a coûté mais extrêmement cher. Et c'est dommage parce que la légende de base est profondément cinématographique, et que le cinéma asiatique a montré à plusieurs reprises à quel point le Wuxian Pan, c'est-à-dire le film de sabre chinois, pouvait être grandiose quand il était bien réalisé. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo avec des films qui réussissent parfaitement là où Mulan échoue lamentablement. C'est les mêmes, en mieux. Et on va commencer directement avec une autre adaptation de Mulan réalisée en 2009, une adaptation que j'ai découvert en faisant quelques recherches pour cette vidéo. Un film assez génial et vraiment différent de celui de Disney, qui n'est clairement pas à conseiller au jeune public et qui a énormément de qualité. Il y a un truc qui m'a insupporté dans le Mulan de Disney, c'est son côté extrêmement lisse. Aucun visage n'est marqué par la guerre, les costumes sont toujours nickel, tout est beau, tout est lisse, à aucun moment on va ressentir la violence des combats. Et ben les amis, ici on a l'opposé parfait, parce qu'on est sur un film qui est profondément sale, profondément violent, qui épouse parfaitement son sujet, qui est vraiment la dureté de la guerre. Parce que cette version, elle va vraiment au fond des choses, et elle concentre 10 ans de guerre en 2 heures. C'est un vrai péplum, une vraie fresque épique et pessimiste, avec des scènes de bataille spectaculaires, des séquences assez déchirantes, des situations désespérées, et surtout ouais, un vrai souffle dramatique, un vrai souffle noir quoi, qui va traverser tout le film, à tel point où c'est parfois même assez étonnant de voir une violence aussi sèche, un tel réalisme dans les combats, vraiment je m'y attendais pas quoi. C'est un film qui te fait vraiment voir Mulan d'un regard différent et très terre à terre, et ça fonctionne très bien. Et au milieu d'un film qui a à peu près 24 fois moins de budget que la version 2020, tout en arrivant à proposer une photographie et un rendu largement plus épique et impressionnant, bah il y a Vicky Tsao, dont j'écorche probablement le nom d'une manière assez horrible, mais qui est toujours très juste, qui campe une Mulan qu'on voit marquée par la vie, en proie à des choix difficiles. En fait on ressent vraiment chacun de ses dilemmes, et je trouve qu'elle est impressionnante de justesse. D'autant plus qu'elle parvient parfois à transmettre des torrents d'émotions, notamment lors d'une scène finale complètement déchirante. 将军，柔然兵来了！全体撤退。将军，若些伤兵，恐怕有无行动。全体撤退！ En fait, il y a tout dans ce film, du réalisme, des batailles gigantesques, des interprètes ultra impliqués, on retrouve le personnage de Mulan comme on ne l'avait rarement vu, et vraiment ça fait beaucoup de bien. Et en plus de ça, par des vraies parties de mise en scène, on arrive à transmettre pas mal d'émotions. Franchement, c'est un film que j'ai trouvé vraiment bon, qui parvient à se placer directement à mes yeux comme étant la meilleure adaptation du conte, et vraiment c'est un super film, vous pouvez foncer, ça a vraiment été une excellente surprise. Ok, deuxième film, je voulais vous parler absolument d'un représentant du film de sabre chinois que j'adore, que je trouve rempli d'une poésie et d'un mysticisme assez fascinant, assez hallucinant. Ce film, c'est Hero. Hero se passe il y a 2000 ans, dans une période désolée où la Chine était divisée et où chaque royaume se livrait des guerres pour la suprématie. L'un de ces rois, il est pris en grippe par les autres royaumes qui cherchent à le tuer en lui envoyant 3 assassins redoutables, Lame brisée, Flocon de neige et Virus Wuhan. Non, je rigole, le troisième s'appelle Ciel étoilé, c'était juste une mauvaise vanne. Pendant 10 ans, les assassins vont menacer le roi jusqu'à ce qu'un mystérieux homme, qui s'appelle Sans Nom, se présente devant lui en disant avoir tué les assassins et raconte comment. Toute
la structure de Hiro est assez géniale parce qu'on va découvrir en même temps que le roi, le personnage de Sans Nom raconter son histoire, la modifier, se tromper, la corriger en direct, et ça c'est vraiment écrit comme un conte qu'on nous lirait avec des chapitres bien distincts. Et ce côté conte il est renforcé par le fait que ce film soit rempli de poésie, qu'il va parler d'esprit, de spiritualité, et qui va assumer peu à peu un côté fantastique qui prendra de plus en plus de place au fil du récit, jusqu'à nous faire complètement aller dans l'imaginaire complet quoi. Et bon, indéniablement, le gros point fort de Hiro, c'est son visuel, qui est absolument magnifique. C'est un visuel lumineux, aux couleurs chatoyantes, aux paysages tous hyper envoûtants, et il y a vraiment un jeu sur la colorimétrie, sur les couleurs, qui est d'une beauté assez dingue, quoi. Et chaque nouveau chapitre va adopter sa propre direction artistique tout en restant cohérente. Et vraiment, en termes de mise en scène, c'est assez dingue, quoi. Chaque cadre est un tableau. Si on rajoute à ça un film hyper impressionnant par son ampleur, par sa chorégraphie, par son nombre de figurants, par ses combats super bien filmés, on a vraiment un film poème, impressionnant mais à tout moment. Franchement, visuellement, ça a tombé et ça nous tient en haleine pendant les 1h30 du film qui passe à une vitesse dingue. On y retrouve aussi un super casting, notamment un Jet Li qui est particulièrement intéressant. Franchement, c'est une porte d'entrée idéale pour le Wuxian Pan et c'est un grand film. On aurait même aimé qu'il dure une demi-heure de plus, quoi. Franchement, foncez, vous allez vous régaler. Pour finir, je pouvais pas parler de ce genre sans parler des productions Shaw Brothers, une boîte de production adorée de Quentin Tarantino, qui lui a d'ailleurs rendu hommage dans Kill Bill, qui a produit énormément de films de sabre classiques et qui a accouché de nombreux chefs-d'œuvre. Et on va commencer immédiatement avec L'Hirondelle d'Or. L'Hirondelle d'Or, c'est un film sorti en 1966 dans lequel un homme est pris en otage par des bandits. Du coup, sa sœur, qui a une combattante redoutable, va se lancer à sa recherche pour le libérer en se déguisant en homme. Bon, le lien avec Mulan est, je pense, assez clair. Et on est là aussi sur un film assez magnifique visuellement, avec une mise en scène qui surprend par sa modernité et par son audace. Notamment lors des combats, moi franchement j'ai du mal à croire qu'ils ont été réalisés mais il y a 60 ans quoi. En fait on voit qu'on est sur un film fondateur qui a vraiment créé des codes quoi, des codes qui vont être repris dans plein de films, de Tigre et Dragon à Kill Bill. Franchement, c'est un film fondateur qui se regarde très facilement, vous pouvez y aller, c'est une sorte de petite dinguerie et ça peut que vous surprendre. Je voulais aussi vous parler brièvement du film Les 14 Amazones, qui raconte comment une veuve part au combat contre toute une armée avec ses 14 filles. Et là, on est clairement sur un blockbuster, la Shaw Brothers a vraiment mis les moyens, et ça se voit à l'écran. Il y a des figurants de partout, des cadres hyper impressionnants, un spectacle épique et un rythme qui s'arrête jamais. En fait, on voit qu'on est face à une énorme machine qui est faite vraiment pour te distraire, comme une sorte de blockbuster, et ça marche extrêmement bien. Et je me devais de mentionner ce film parce que je l'ai vu quand j'étais ado, je l'ai revu pour cette vidéo, et franchement j'avais oublié à quel point il était bon, à quel point il était impressionnant. Franchement c'est pareil, ça se regarde très facilement et c'est une excellente porte d'entrée, vous pouvez foncer. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le prochain thème de la vidéo, et je vous propose Rocky en moins bien, ou alors Hellraiser en moins bien. Merci à tous de suivre Intercut, ça me fait énormément plaisir, franchement ça me donne tellement de force. N'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. Je vous dis salut à tous, à très bientôt, ciao, bisous.